La milice française est créée par le régime de Vichy le 30 janvier 1943. Constituée d'environ 30 000 membres, dont 15 000 actifs, la milice constitue en fait rapidement la police politique de Vichy et vient à jouer un rôle supplétif auprès de la Gestapo ou d'autres services nazis présents sur le territoire français. Leur hymne était le chant des cohortes. À vous! Miliciens de mourir en chantant, s'il le faut pour la nouvelle France, amoureux de gloire et de grandeur, tous unis par la même terreur, nous jurons de refaire la France. À genoux nous vivons ce serment, le sauveur de la France immortelle, appelé à radieux idéal. Le vainqueur de Verdun nous appelle, répondons présent au maréchal. Il prête serment avant de s'engager dans la milice. Ce serment est constitué de 21 points. Ouvertement fasciste, anticommuniste, antisémite et antirépublicaine, la milice est officiellement placée sous le commandement du Premier ministre Pierre Laval. Dans les faits, elle est dirigée par son secrétaire général Joseph Darnand, fondateur du SOL, service d'ordre légionnaire. En novembre 1943, Laval rappelle encore qu'il marche main dans la main avec Darnand, car selon lui, la démocratie est l'antichambre du bolchevisme. L'état-major, auprès du secrétariat général, comprend 5 services. Il y a le premier service de la propagande, avec comme responsable Boudelan, puis Bertheux. Puis le deuxième service, qui s'occupe du renseignement, qui est chargé de la lutte contre les réseaux de la résistance, et qui est chargé de la documentation, avec comme responsable Degan, puis Marcel Gombert. Le troisième service, qui s'occupe de la sécurité, avec comme responsable Gombert. Le quatrième service, qui s'occupe lui des finances, avec comme responsable Fontaine. Et enfin, le cinquième service, qui s'occupe des effectifs, avec comme responsable Carus. Tissot était chargé des relations entre le haut commandement et les services. Si le secrétariat général fut installé à Vichy, auprès du gouvernement, la milice reposait sur une organisation territoriale en zones, régionales et départementales. Ils sont formés en mains, unités de base regroupant 5 miliciens. 2 mains forment une dizaine, 3 dizaines forment une trentaine. 3 trentaines plus un groupe de commandement forment une centaine, comprenant donc 100 miliciens. 3 à 4 centaines plus une trentaine de commandements forment une cohorte, comprenant environ 400 miliciens. Plusieurs cohortes forment un centre. Au sein de la milice, nous pouvons voir plusieurs grades. Il y a tout d'abord les francs-gardes, puis les chefs-mains, ensuite les chefs-dizaines, puis les chefs trentaines adjoints, ensuite les chefs trentaines, suivi des chefs centaines adjoints, puis des chefs centaines. Enfin, il y a les chefs de cohorte adjoints et les chefs de cohorte. Cette organisation paramilitaire a pour mission principale de lutter contre les mouvements terroristes de la résistance. Sur ordre des Allemands ou encore à leur propre initiative, les miliciens participent à la traque de juifs, de résistants, de maquisards ou des réfractaires au STO. Dans tout le pays, les miliciens effectuent de véritables rafles, multipliant les actes de torture, les exécutions sommaires et les répressions sanglantes, mais aussi commettent des exactions de droit commun, comme le vol, le viol, etc. De telles opérations deviennent relativement fréquentes au cours de l'année 1943. Ces actions ancrent ainsi la conscience et la représentation de la milice dans la collaboration française. Les miliciens portaient un uniforme bleu marine avec une veste, un pantalon et un béret noir. Le béret était frappé de l'insigne métallique, le gamma grec. En opération militaire,
Il portait le casque Adrien, des guêtres, une chemise kaki et une cravate noire. Au début de 1943, les résistants, en particulier les communistes FTP, procèdent à de nombreux attentats et règlements de compte contre les miliciens. Pendant près de 5 mois, la milice, qui, de janvier à novembre 1943, n'était que très peu armée, ne réagit pas. On dénombre 76 miliciens abattus de janvier à septembre 1943. Excédé, Darnan ne peut rester plus longtemps sans réagir et demande à être armé. Devant le refus réaffirmé des Allemands, il songea à démissionner en juillet 1943 et tenta de prendre contact avec la résistance. En août 1943, Darnan fut nommé Obersturmführer de la Waffen-SS et prêta serment de fidélité personnelle à Hitler dans les locaux de l'ex-ambassade d'Allemagne à Paris, rue de Lille. Les nazis furent cependant longtemps réticents à armer les miliciens, chose qu'ils firent après la publication au journal officiel, en juillet 1943, d'un décret autorisant les Français à s'engager dans la Waffen-SS. Dès lors que cette autorisation d'armer la milice fut accordée, elle organisa des expéditions punitives contre les maquisards communistes. Le 30 décembre 1943, Joseph Darnan fut nommé secrétaire d'État. Le 1er janvier 1944, il devient responsable du maintien de l'ordre, secrétaire d'État de l'Intérieur le 13 juin 1944. À tous les niveaux, les miliciens essayèrent de supplanter les autorités officielles ou d'investir les rouages de l'État. C'est ainsi qu'un milicien fut nommé préfet de l'Hérault au début de 1944. De janvier à août 1944, la guerre civile entre miliciens et résistants atteint son paroxysme. Le 6 juin 1944, Pétain, dans une lettre à Laval, finit par s'inquiéter des exactions de la milice tout en reconnaissant son rôle essentiel dans la collaboration avec la police allemande. Laval transmet cette lettre à Darnan, qui répond à Pétain. « Pendant 4 ans, j'ai reçu vos compliments et vos félicitations. Vous m'avez encouragé. Et aujourd'hui, parce que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être la tâche de l'histoire de France. On aurait pu s'y prendre plus tôt. » Lors de la Libération, la milice fut déclarée dissoute par le gouvernement provisoire de la République française par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental. Dans le courant du mois d'août, Joseph Darnan ordonna le repli général des miliciens. Des membres de la milice participent cependant, après cette date, à certains combats sur le sol français aux côtés des Allemands, lors de la libération de Paris ou de la libération de Nice. Environ 2500 miliciens et leurs familles prirent le chemin de l'Allemagne. Mais Joseph Darnan dut en abandonner le commandement à un officier général allemand et partit en Italie dans le nord avec 500 francs-gardes faire la chasse aux partisans. Les miliciens furent souvent la cible privilégiée de l'épuration spontanée ou épuration sauvage pratiquée par les FFI au cours des combats de la Libération et immédiatement après le départ des Allemands. De nombreux miliciens furent alors exécutés sommairement, parfois en groupe. L'épuration légale, organisée par le gouvernement provisoire, condamna aussi nombre de miliciens à la peine de mort, à la prison ou à des travaux forcés. Joseph Darnan fut capturé en Italie par les Britanniques et fut remis aux autorités françaises puis condamné à mort et exécuté le 10 octobre 1945 à l'issue de son procès. C'est ainsi que se termine l'histoire de la milice française.